Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de Bel Âge présenté en partenariat avec la Fédération des coopératives funéraires du Québec. Mon nom est Linda Prisley, je suis du magazine Bel Âge et ainsi que le magazine Good Times. Nous allons aujourd'hui parler des rites funéraires en compagnie de deux experts qui vont décrire le rôle indispensable des rituels funéraires dans le travail du deuil et tout ce qui entoure le concept du deuil. D'abord, on va commencer avec Mme Caroline Cloutier, qui est directrice du marketing et des communications de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Elle va nous parler de l'histoire des coopératives funéraires. Ensuite, il y aura M. François Fouquet, qui est directeur général de la coopérative funéraire de l'Estrie, qui nous racontera l'évolution des rituels funéraires au Québec. Pour terminer, Mme Cloutier va reprendre le micro pour décrire les avantages d'être membre d'une coopérative et en quoi consistent les arrangements préalables. Après avoir entendu les experts, si vous avez des questions, vous pouvez tout simplement les écrire en bas de l'écran à droite, peut-être vers le milieu de votre écran Zoom. C'est marqué Q et R. Vous pouvez inscrire vos questions à cet endroit. Nos experts vont y répondre avec plaisir. Alors, nous allons commencer avec Mme Caroline Cloutier, qui travaille depuis plus de 20 ans au sein des coopératives funéraires. Elle a aussi une chronique radiophonique hebdomadaire depuis 5 ans et donne des conférences sur la coopération. Elle est aussi thanatologue. Elle connaît donc bien l'histoire des coopératives funéraires dont elle va nous parler à l'instant. Je vous passe le micro, Mme Cloutier. Bonjour à tout le monde, ça nous fait grandement plaisir aujourd'hui d'être avec vous en cette semaine de la coopération. Alors, ça ne pouvait pas mieux tomber que les coopératives funéraires du Québec soient présents avec vous. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une coopérative funéraire? Donc, une coopérative, c'est plusieurs personnes de très bonne volonté qui se sont réunies ensemble, toujours pour se donner des biens et des services de qualité à un prix qui est juste. C'est toujours la mission, le but d'une coopérative de donner des biens et des services de qualité à juste prix. Alors, les coopératives funéraires au Québec, la toute première, elle est née en 1942 à Château-Richer, près de Québec. Mais après, il a fallu attendre jusque dans les années 70 pour voir vraiment naître plusieurs coopératives. Et pourquoi à ce moment-là, dans les années 70, que les gens ont plutôt décidé de se rejoindre, de se mettre ensemble pour s'offrir des services? En fait, c'est qu'à ce moment-là, on se retrouvait au Québec avec des frais funéraires plus élevés que partout dans les autres provinces du Canada. Donc, c'est pour ça que les gens ont voulu se donner des services et des biens funéraires. Alors, ensuite, il est né quelques coopératives et c'est en 1987 qu'on s'est doté d'une fédération. Et par la suite, cette fédération-là, elle a travaillé fort pour faire des acquisitions tout au cours des années 90. Au cours des années 90, il y a plusieurs maisons funéraires au Québec qui se sont faites acheter par des géants américains et notre fédération a voulu mettre un frein à ce raz-de-marée de façon à pouvoir garder notre économie localement, de garder nos funérailles au Québec plutôt que d'envoyer les surplus financiers aux États-Unis. Et à ce moment-là, il est né plusieurs coopératives, il y a eu plusieurs acquisitions. Et aujourd'hui, notre fédération regroupe 20 coopératives. Et ces 20 coopératives-là, ensemble, ont tout près d'une centaine de points de service. Le Québec est très bien desservi dans pratiquement toutes les régions. On parle de l'Estrie, du Grand Montréal, de l'Outaouais, l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean, la région de Québec. Il y a des coopératives funéraires partout. Les coopératives ont comme assise 7 principes, que ce soit des coopératives funéraires ou des coopératives dans d'autres milieux, on a 7 principes. Et ces principes-là ne datent pas d'hier. Ils datent de juste un peu après la Révolution industrielle en Angleterre. Ça date de 1844. Il y a
À ce moment-là, les gens vivaient dans des conditions de vie difficiles, des longues heures de travail. Les gens travaillent à l'usine, même les enfants travaillent à l'usine. On travaille 6 jours par semaine. Et à un moment donné, il y a 28 tisserands qui se sont réunis ensemble et ils ont fondé la première coopérative moderne. Parce que la coopération, ça existe depuis la nuit des temps. Les gens s'entraident, ils sont solidaires. Mais la première coopérative moderne est née à ce moment-là. On a créé un magasin coopératif où on ne vendait que 4 produits, du beurre, du sucre, de l'avoine et de la farine. On aurait pu vendre des chandelles, mais on en avait besoin pour s'éclairer parce que même la compagnie de gaz ne voulait pas faire crédit à la coopérative. Et ces pionniers-là ont fait 7 principes et dont, par exemple, le premier, c'est l'adhésion volontaire. On ne peut pas faire aucune discrimination à quelqu'un qui veut devenir membre d'une coopérative, que ce soit en rapport avec sa race, son sexe, sa religion. La coopérative est toujours ouverte à tous. Ensuite, il y a le pouvoir démocratique des membres, qui est très important comme principe. Mais ce qui nous amène avec vous à être ici aujourd'hui, c'est le principe numéro 5. Et c'est mon préféré, c'est le principe de l'éducation, la formation et l'information. Les coopératives se sont dotées de ce principe-là qui est totalement gratuit et qui est toujours dans le but de faire tomber les tabous, d'éduquer les gens. Et nous, dans notre domaine, les gens sont très friands, veulent avoir de l'information sur le décès, sur le deuil. Alors, nous, c'est notre mission de donner de l'éducation aux gens. Et François et moi, ça tombe que nous adorons ça. Ensuite, avec ces principes-là, viennent des valeurs. Et nos valeurs, c'est toujours, on a 6 valeurs de base, mais la solidarité, l'entraide, je l'ai mentionné. C'est important pour nous de redonner dans notre milieu. Ça veut dire qu'en fin d'année, quand il y a un surplus financier, on va redonner dans notre communauté ou on va améliorer nos installations, nos services de façon à toujours mieux servir nos membres. Alors ça, c'est ce qui est important pour nous. On a des valeurs aussi d'égalité, d'équité et puis de solidarité. Et ces valeurs-là nous amènent à s'être dotés de programmes. Par exemple, on a un programme qui s'appelle le programme Solidarité. Et lorsque une famille a le malheur de perdre un enfant de moins de 14 ans, bien, à ce moment-là, les coopératives funéraires vont s'engager à payer la facture jusqu'à la hauteur de 2 500 $ parce qu'on se dit que c'est déjà tellement difficile de perdre un enfant, c'est sans doute le plus grand chagrin que quelqu'un peut vivre. Alors, si on peut au moins soulager les gens à ce qu'il n'ait pas à payer de facture, alors nous, on s'engage là-dedans. C'est notre programme Solidarité. François va sans doute en parler davantage. Et on a aussi c'est très important pour nous, le développement durable. On mise beaucoup là-dessus et nos employés embarquent vraiment dans ce projet-là de développement durable. C'est toujours pour être en respect avec notre planète. On s'engage même à planter un arbre à la mémoire de chaque défunt que nous accueillons dans nos coopératives. Alors, tout ça, c'est animé vraiment par les valeurs coopératives qui découlent des principes coopératifs. Encourager notre économie locale, c'est très important. Quand on peut acheter le plus près de chez soi, hein, on garde nos emplois au Québec, on garde nos sous au Québec. Et puis, il y a aussi le fait qu'entre coopératives, on travaille ensemble, on s'entraide énormément. Alors, sur ces paroles, je vais laisser le mot à François maintenant. Et une chose que je veux absolument que tout le monde retienne, c'est qu'une coopérative, ça appartient à ses membres. Alors, à toi, François. Merci, Caroline, et bonjour à tout le monde. Vous êtes particulièrement nombreux à vouloir entendre parler de deuil, à vouloir entendre parler de tout ce qui concerne la mort. En fait,
quand on y pense, si on fait un retour historique, il y a des rituels funéraires depuis la nuit des temps. Je ne suis pas un spécialiste en histoire, mais il faut voir que même du côté de l'Égypte, hein, quand on a découvert des tombeaux, il y avait là-dedans des éléments qui étaient carrément liés au deuil et à l'accompagnement après le décès. On retrouve même dans le règne animal, il y a certains rituels qui sont faits, mais qui sont plus liés au fait de prendre soin d'un des siens, de quelqu'un de sa communauté, dans le règne animal aussi, à la suite du décès d'un de ces animaux-là. Là où il y a une fascination qui est assez incroyable, c'est au moment où l'humain arrive sur Terre, il arrive avec la notion de conscience, c'est-à-dire que non seulement il y a ses instincts de survie, non seulement il est doté d'intelligence, mais il y a aussi cette conscience-là. Et cette conscience-là, bien, évidemment, ça nous amène à se poser plein de questions et la mort en est une qui encore aujourd'hui ne fait pas l'unanimité. En fait, c'est unanimement, on va tous mourir, ça c'est clair. Mais la perception qu'on a de cette mort-là, ça c'est tout à fait personnel. Les croyances qu'on peut avoir au niveau de cette mort-là, c'est aussi tout à fait personnel et j'irai plus loin, c'est non discutable. Et vous allez voir que le non discutable pour nous, il devient un élément moteur dans la façon qu'on a d'adresser le deuil. Historiquement, si on revient au Québec, il y a trois grandes catégories de monde au début du Québec que nous, on connaît. Il y avait les Premières Nations qui étaient déjà ici. On sait que les Premières Nations avaient déjà des rituels funéraires, opéraient déjà des rituels funéraires. Ce n'était pas lié à un dieu dans leur cas. C'est la mère nature, eux, c'est Mother Nature, et c'est le respect envers cette nature-là. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les deux autres grands groupes, bien, essentiellement, ce sont des Français et des Anglais. Et les Français et les Anglais vont se retrouver avec sensiblement les mêmes rituels funéraires. Donc, et on est autour du christianisme et la chrétienté, en fait, et toute cette chrétienté-là agit de façon à peu près pareille au fil des années. Et donc, ça nous a amené à des rituels funéraires qui étaient complètement uniformes et qui venaient même soustraire cette notion de questionnement, en fait, du fait qu'on se réfugiait derrière une croyance qui était, somme toute, à peu près égale et équivalente un peu partout. Est arrivée la Révolution tranquille dans les années 1960, entre 60 et 70 au Québec. Et là, il y a une reprise en main de tout l'État québécois par les laïcs, en fait. Donc, ce qui est arrivé au même moment, c'est que socialement, l'Église a été tassée du quotidien, de la vie des gens, si on veut. Donc, c'est devenu beaucoup plus, c'est sur une base beaucoup plus personnelle que les gens ont continué ou non à adhérer à leurs croyances au niveau de la religion et de cette pratique religieuse. Mais ce que ça amène, tout ça, c'est un changement complet dans les rituels. Quand on y pense, le rituel funéraire, c'est le dernier rituel, mais le premier qui nous accompagnait, ça demeure le baptême. Il y avait le rituel de confirmation ensuite, et on se dirigeait vers le mariage. À peu près tout le monde, à ce moment-là, prenait époux, prenait épouse. Et après ça, il y avait le rituel funéraire. Mais ce qu'on remarque comme ligne conductrice, bien, c'est que tout ça est sous j'allais dire la tutelle, mais la gouverne de l'Église, en fait, qu'on soit dans la chrétienté, qu'on soit chez les catholiques, qu'on soit chez les anglicans, les protestants, c'est probablement, pas probablement, mais presque toujours la même ligne. Mais cette ligne-là a cassé avec cette révolution tranquille-là. Et là, subitement, on est dans une société qui est en recherche de nouveaux repères. Ces nouveaux repères-là, ils ne sont plus dictés ni par l'État, ni par l'Église. C'est-à-dire, là, je fais un gros trait, là, parce qu'il y a quand même encore une bonne proportion des funérailles qui sont pratiquées au Québec qui sont à connotation religieuse. Mais chacun est libre de plus en plus d'y mettre sa propre couleur. Arrive par-dessus tout ça
le fait qu'il y a de plus en plus de communautés culturelles qui viennent vivre à nos côtés. Mais ces gens-là arrivent aussi avec des mœurs qui sont différentes, avec des façons de faire qui sont différentes et surtout avec des façons de croire qui sont différentes. Donc, ça aussi, c'est un élément qui est assez majeur dans l'équation. Tout ça, ça amène les coopératives à se positionner de façon différente. Caroline l'a dit tantôt, dans les années 70, on était beaucoup à une recherche de prix. Parce qu'on trouvait qu'il y avait peut-être une exagération dans les frais funéraires. Alors là, on a créé des coopératives. Ces coopératives-là ont navigué et ont même ramené un effet régulateur sur les prix dans l'ensemble du Québec. C'est démontré par les moyennes qui sont comptabilisées au niveau des coûts des funérailles par le gouvernement du Québec. Maintenant, il y avait une autre notion, c'est qu'il a fallu voir la personnalisation de ce qui était un rituel funéraire, puisque les gens adhéraient moins au modèle qui était, disons, conventionnel. Et c'est là que les coopératives ensemble ont pris un virage, c'est-à-dire qu'une fois le combat des prix, si on peut l'appeler comme ça, gagné, ben, on s'est retrouvé dans une situation où il fallait, avec les gens, définir des façons d'évoluer dans le deuil. Et ce n'est pas simple, ce n'est pas nécessairement simple. Et vous allez voir que le virage qu'on a pris de personnalisation, ça a été très, très impliquant. Et c'est là toutes les valeurs dont Caroline parlait tantôt et les principes, bien, on a dû et on les a mis en application. On a dû les mettre en application et on les a mis en application. Le deuil, par définition, si je ramène ça à quelque chose de tout à fait simple, une phrase, mais une phrase dans laquelle chaque mot est pas mal important. Bien, le deuil, je vous dirais, c'est apprendre à vivre avec l'absence. Je le résume de façon tout à fait concise là-dedans. Mais vous allez voir qu'il y a des mots là-dedans qui sont aussi très engageants. Le premier, bien, c'est apprendre. Apprendre, ça veut dire que si on est en deuil, on est dans une notion d'apprentissage. Ce que ça veut dire, c'est que on entend souvent les gens dire « je ne sais pas combien ça va prendre de temps avant que je guérisse de mon deuil ». On ne guérit pas d'un deuil. Un deuil, ce n'est pas une maladie. Un deuil, c'est un état. Mais c'est un état qui nécessite qu'on évolue à l'intérieur de cet état-là. Et cette évolution-là, c'est ce que j'appelle l'apprentissage. On a longtemps parlé des étapes du deuil. Vous avez probablement entendu parler des étapes du deuil aussi. Selon les auteurs, il peut en avoir 4, 5, 7, 12, parce que ça dépend comment on décide de le définir. Mais il y a des grandes étapes, en fait, qu'on reconnaît tous. Le déni, cette façon de dire « mais non, mais ça ne se peut pas que cette personne-là qui est dans mon entourage soit décédée, c'est la surprise, c'est tout ça. » Donc, il y a une forme de déni qui va mener à une forme de colère. À un moment donné, on est en colère par rapport à la vie en général, hein, et des fois même par rapport aux défunts. Et après ça, il va arriver l'acceptation. Là, ça va se définir de façon selon les auteurs, de façon plus ou moins précise. Mais ce que je retiens là-dedans, et c'est un changement dans le vocabulaire qu'on a décidé de prendre à un moment, dans les dernières années, en fait, suite à un colloque « La mort, parlons-en » qu'on a tenu à Montréal, on a arrêté de parler des étapes du deuil parce que, par définition, une étape, c'est quelque chose que tu commences et que tu termines, mais quand l'étape est terminée, elle est terminée, elle ne revient pas. Mais il pourrait arriver que, exemple, tu dis « je suis en colère » et quelques semaines après, voilà que ma colère, ou quelques jours après, ma colère s'est dissipée. Donc, je peux dire « OK, coché, j'ai fait, ma colère est faite, je la mets derrière. » Mais non, ça n'arrive pas comme ça parce qu'il arrive des fois que dans l'année qui suit, 2 ans après, des fois, un événement nous arrive et dit « je voudrais tellement qu'elle soit là », la colère revient. Ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on a décidé de faire, c'est de laisser le mot « étape » pour parler des états du deuil, parce que c'est un état. Et c'est important de le comprendre parce que cet apprentissage-là, dans le deuil, il va nous amener à travers ces états. Donc, si je reviens à ma définition, apprendre à vivre avec l'absence, le mot « vivre » est très important, même s'il est en contradiction visible par rapport à la mort, mais le mot « vivre », il nous engage
dans cette façon de continuer à vivre malgré le décès d'une personne qui prenait une place bien importante dans notre vie. C'est comme un engagement qu'on a et souvent, les gens vont le prendre au nom de la personne qui est partie. On entend très souvent des gens, des familles nous dire en suivi de deuil, vous savez, je n'ai pas le goût de me lever le matin, mais je sais que si il ou elle était là, elle me dirait, il faut que tu continues. Donc, apprendre à vivre et avec l'absence. L'absence étant cette notion que la personne qui nous accompagnait, qui faisait partie de notre vie, c'était cette personne-là qui est au cœur de nos repères. Quand je parle de repères, je ne parle pas de grands repères de la vie, des grands repères philosophiques. Là. Je parle à des choses comme le premier bonjour le matin quand on se lève, la première tasse de café qu'on prend avec une personne, le premier échange qu'on a. Quand on arrive au bureau, ça fait 20 ans que je travaille avec une personne, puis j'arrive au bureau, puis on se croise tous les matins subitement. Ça, c'est plus là. C'est un repère qui n'est plus là et que je devrais redéfinir. Et ça fait partie de l'absence. L'absence, c'est ce qui fait souvent le plus mal, en fait, en soi, parce que ça vient non seulement nous confronter à notre propre mort, mais ça vient aussi nous rappeler le vide que la personne qui est décédée a laissé derrière elle. Mais tout ça, ça a amené les coopératives à faire 2 éléments majeurs. Le premier, ça a été de reconnaître que l'accompagnement des familles devenait central. Mais accompagner une famille, c'est quelque chose, là. C'est très engageant parce que si je veux accompagner une personne qui participe à cette conférence aujourd'hui et je décide de vous accompagner dans un processus, j'ai la responsabilité d'essayer de créer des ponts avec vous et de connaître votre situation. Donc, ça ne peut pas se faire comme ça de même, puis dire, bon, bien, regardez, voici, je sais, moi, je travaille là-dedans depuis des années, je sais ce qu'il faut faire, je m'occupe de tout. Je ne peux pas aller là, je ne suis pas en train de vous accompagner, je suis en train de vous imposer un modèle. Et c'est ça qu'on a voulu essayer d'éviter de faire. On ne veut pas imposer un modèle à quelqu'un. Donc, cet accompagnement-là, il demande un engagement. Comment on l'a défini, l'engagement? Ça a été via beaucoup le programme Symphonie, qui est un programme de formation qui est fait par nous et pour nous, en fait, qui a été conçu par les gens de la Fédération, mais en collaboration directe avec les coopératives. Chaque coopérative dans notre groupe est complètement autonome, mais elle s'est dotée d'une fédération qui lui donne qui met en commun des services là, qui sont partagés ensuite. Et la formation est là-dedans. C'est une des choses les primordiales de notre réseau. C'est cette façon de bâtir un état d'esprit qui fait en sorte que chacun des gestes qu'on va poser va aller dans le sens de l'accompagnement de la famille. Tu sais, ça veut dire, des exemples de ça veut dire qu'il faut être attentif à la personne qui va nous dire « Oui, ce sera une crémation pour mon conjoint, ma conjointe. Ce sera ça, je signe les papiers, c'est technique, ça va. » Mais quand on va un petit peu plus loin, on va s'apercevoir qu'il y a peut-être quelque chose qui manque dans l'équation. Peut-être que la personne qui est devant nous voudrait voir la personne une dernière fois. Il y a un passage d'exception qu'on est parfois en mesure de faire. Mais il y a des fois aussi qui vont nous dire « je voudrais donc, j'ai l'impression de l'abandonner, je voudrais donc savoir au moment où vous allez procéder à la crémation, je voudrais le savoir. Pouvez-vous m'appeler? » Ça, on réussit à créer ces contacts-là en parlant aux personnes, en entrant en communication avec eux autres, mais surtout en se mettant en mode écoute et en enlevant complètement la notion de dire « je sais ce qu'il faut faire et je vais imposer un modèle ». La personnalisation, en fait, elle va nous amener via la symphonie à nous dire « OK, mais comment on se comporte dans un salon funéraire où il y a une urne? » Toute la personnalisation qu'on fait, comment on est capable d'en arriver à travailler avec la famille pour que le salon ait quand même une personnalité malgré le fait qu'il n'y a pas nécessairement une dépouille qui est exposée. Cette question-là nous revient souvent. Est-ce que c'est nécessaire d'exposer quelqu'un pour évoluer dans son deuil? Si je vous disais oui à ça, bien, je serais en mode mercantile, en fait. Parce que ce n'est pas nécessaire d'exposer quelqu'un. Si la question est retournée différemment et qu'on dit « est-ce que c'est utile de voir la personne une dernière fois avant ?»
La réponse, c'est oui, c'est utile. Mais dans le cas où les gens, on les accompagne, on se rappelle, dans le cas où les gens nous diraient « Non, je ne veux pas parce que c'était la volonté du défunt, parce que pour un paquet de raisons, je ne veux pas être en présence de la dépouille », bien, on va travailler avec les gens à personnaliser un peu plus le rituel au salon. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'entrer dans un salon funéraire où il y avait une urne funéraire avec la photo de quelqu'un et que subitement, on ne savait pas trop, on était là, on voit la famille est souvent un peu désorganisée, plus que quand il y a un corps, en tout cas. Donc là, on essaie de retrouver un peu les gens qu'on connaît et subitement, le sujet change puis on commence à jaser d'autres choses, de la température. Au Québec, on est très fort sur le fait de parler de la température. Quand on veut éviter ça, une des manières, c'est d'amener des objets de personnalisation qui vont inviter les gens à jaser de la personne et de l'importance que la personne qui est décédée a eue dans nos vies. C'est toute une dynamique. Un salon funéraire, c'est rien de... Tu sais, nous, on ne travaille pas avec des morts, on travaille avec des vivants. Et ces vivants-là, ils ont besoin de cet espace pour justement recevoir l'énergie des autres autour. C'est hyper important. Ils ont besoin de cette solidarité-là, mais ils ont besoin que tout ça fasse un sens aussi. Mais il n'y a pas un sens commun maintenant. Et c'est ça la fascination qui, je pense, est au cœur de la réflexion de toutes les coopératives funéraires. C'est cette manière d'en arriver à dire aux gens, ben, regardez, nous, on est là avec vous, on va vous accompagner, on va prendre du temps avec vous, mais on va prendre du temps pour comprendre où est-ce que vous en êtes dans le processus, comprendre ce qui pourrait faire du sens ultimement pour vous. Et pour ça, ben, on a fait des programmes. Bon, Caroline a parlé de plusieurs programmes tantôt. Le programme Héritage en est un. On est dans la commémoration, mais comme on est une coopérative aussi, ben, on a voulu aller plus loin. Là, on pousse la réflexion encore plus loin. Puis on se dit, bon, c'est un acte qui est très intéressant, le fait de dire une personne qui décède au Québec, on va planter un arbre. On a voulu donner du sens à ce geste-là aussi un peu plus. On a poussé le sens pour aller jusqu'à dire, ben, les arbres, on va se mettre ensemble, toutes les coopératives, et tous les arbres qu'on va planter, on va les confier à deux coopératives forestières, en fait. Une au Québec, c'est dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, une coopérative funéraire là-bas. Et on s'est dit, mais pourquoi pas pousser l'exercice plus loin et aller au volet international? Parce que tantôt, Caroline a parlé aussi du volet de nos membres qui sont auxiliaires. Bien, on plante l'autre moitié au Guatemala. Donc, on est dans une espèce de volet international. C'est comme si on prend un geste commémoratif et qu'on en fait quelque chose de très utile à la collectivité. C'est ça qui vient nourrir notre ADN coopératif, en fait. Et des programmes comme ça, on en a quelques-uns, évidemment, mais je pense qu'au cœur de tout ça, il y a d'abord et avant tout l'état d'esprit des gens qui travaillent pour les coopératives. Et ça passe par le programme Symphonie, dont vous avez sûrement jamais entendu parler parce que c'est un programme qui est interne, mais qui va faire que la formation va commencer par le brancardier qui va aller chercher la personne qui est de plus en plus, les gens décèdent à domicile, mais ça prend un doigté, ça prend une approche pour aller chercher quelqu'un qui vient de mourir chez lui, devant ses proches. Ça va nécessairement arriver quand la conseillère ou le conseiller va regarder l'ensemble des funérailles à venir avec la famille, mais ça va arriver aussi avec l'équipe qui accompagne les familles lors de la journée des funérailles. Les célébrations, on a mis en place dans la majorité des coopératives et on est en train de travailler à un projet justement pour élargir le principe des cérémonies personnalisées parce qu'on s'aperçoit que les gens veulent avoir une cérémonie, mais ils veulent personnaliser la chose, ils veulent que ça ressemble à l'être cher qui est disparu. Donc, on est en train de travailler à élargir cette formule-là. Donc, ce sont des gestes qui viennent donner du sens à quelque chose, un décès, qui autrement n'en a pas. Parce que on ne peut pas dire que c'est censé, à part du cycle de la vie, quand quelqu'un part, tu dis, il me semble que ça ne fait pas de sens. Il faut juste se rappeler que la vraie nature du sens,
c'est celle qu'on donne aux événements et aux façons qu'on a à vivre avec les situations et les étapes de nos vies respectives. Voilà. Bien, merci François. C'est fort intéressant. Alors, tout à l'heure, juste avant de passer la parole à François, je vous ai dit qu'il fallait retenir qu'une coopérative, ça appartient à ses membres. Alors maintenant, je vais vous parler des avantages d'être membre d'une coopérative. Alors, tout d'abord, quand on devient membre, on rejoint un réseau de 225 000 personnes au Québec. Donc, on n'est vraiment pas tout seul. On est 225 000 personnes copropriétaires d'une coopérative funéraire. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a un droit de parole, on a un droit de décision. Le meilleur endroit, c'est certainement lors de l'Assemblée générale annuelle, où les gens vont aller voter, vont élire les administrateurs qui vont les représenter, parce que c'est certain qu'il faut être représenté quand on est 225 000 voix au Québec. Et on peut prendre part aux décisions, mais on peut aussi donner ses idées. Et de donner ses idées, ça fait naître plein de beaux projets dans nos coopératives parce qu'on est à l'écoute de nos membres. Devenir membre, bon, il y a plein d'avantages. Un très bel avantage, c'est que 2 fois par année, on reçoit la revue Profil. La revue Profil, c'est une revue qui est assez spécialisée. On a beaucoup d'articles qui portent sur le deuil, sur nos programmes, sur la coopération. Mais aussi, il y a toujours une entrevue avec une personnalité connue qui a vécu un deuil, généralement un deuil, ou ça peut être quelqu'un qui est impliqué dans la coopération. Mais c'est toujours des entrevues très, très intéressantes. Donc, on reçoit la revue 2 fois par année gratuitement. Bien sûr, quand on est membre, on bénéficie de biens et de services de qualité, hein, je vous le répète encore, à un prix qui est juste. Et ça, bien, les coopératives sont ouvertes à tout le monde. Mais quand on est membre, on a encore un meilleur prix parce qu'on a droit à un rabais membre. Donc, ça, c'est très intéressant. Et comme je vous disais tout à l'heure, on encourage l'économie locale. Donc, c'est d'adhérer à des valeurs. Quand on devient membre d'une coopérative, c'est parce que ça correspond à nos valeurs. On veut que l'argent reste ici, on veut créer des emplois ici. Alors, et puis, ben, pour devenir membre, c'est simple, hein, ça coûte 20 $ une fois dans sa vie. C'est pas comme un abonnement annuel, là. Une fois dans sa vie, on devient membre pour 20 $. Donc, le risque, il n'est vraiment pas très, très grand pour tous les avantages que ça donne. Au niveau des arrangements préalables, hein, on est souvent très questionné. C'est très populaire. Hein, 1 personne sur 3 fait, et même un peu plus, fait ces arrangements préalables. Il y a des avantages, hein, bien entendu, sur différents niveaux. Il y a un des gros avantages, c'est que ça apporte une tranquillité d'esprit. J'ai souvent rencontré des gens qui ont fait leur arrangement préalable et ils disaient « Ah, j'ai un fardeau de moins sur les épaules. Ça me pesait sur le dos de prendre la décision. » Parce que souvent, quand on annonce à nos enfants, à nos proches qu'on veut faire des arrangements préalables, la réaction peut être « Ben voyons, es-tu malade? Mais en fait, l'arrangement préalable, ça ne fait pas mourir. C'est juste qu'on prévoit à l'avance ce qui va se passer plus tard. Et donc, ça enlève un fardeau sur les épaules, bien entendu, et ça permet de pouvoir s'assurer que nos volontés vont être respectées. Ça permet de choisir soi-même sa maison funéraire, choisir c'est quoi qu'on veut comme mode de disposition. Est-ce que ce sera la crémation ou l'inhumation? Est-ce qu'il y aura exposition du corps ou pas? Et on peut aller même plus loin avec le dépôt de ses volontés. On peut dire, moi, je voudrais avoir que des dons soient versés à telle fondation ou j'aimerais avoir telle sorte de fleurs, j'aimerais que je sois chantée l'Ave Maria de Gounod à mes funérailles, etc. On peut aller plus loin. Bien entendu, ça, c'est dans un dépôt de volonté, dans un contrat d'arrangement funéraire. Ce que l'on va retrouver, ce sont les biens et les services de la maison funéraire seulement. Il n'y aura pas les déboursés, les à côté.
ce que j'appelle les déboursés, les à côté, ce sera, par exemple, le service d'un traiteur, le fleuriste, un avis de décès dans le journal. Ça, il faudra prévoir des sous supplémentaires pour ces items-là qui seront à payer seulement au moment du décès. La plupart de vos coopératives funéraires ont des solutions pour ça, pour les gens qui veulent mettre un peu de sous de côté. Généralement, ce sont des parts privilégiées. Alors, ça permet une trésorerie immédiate au moment du décès. Mais si je reviens aux avantages, donc on parle d'une tranquillité d'esprit, d'un respect des volontés funéraires, mais il y a aussi un aspect financier qui est important. Quand on achète un arrangement préalable, ça gèle le prix le jour de la signature du contrat. Donc, ça nous met à l'abri de toute augmentation des prix. Donc, c'est généralement, les gens sont toujours gagnants parce que les prix augmentent plus rapidement que si on avait placé cet argent-là. Alors, il y a ça. Souvent, vos coopératives funéraires aussi vont vous permettre d'étaler vos paiements sans intérêt. Donc, ce qui permet de faire une petite mensualité sur plusieurs mois. Alors, ça fait moins mal que de sortir un montant au complet. Et il faut savoir que c'est sécuritaire de faire des arrangements préalables parce que c'est régi par la loi, hein, puis par l'Office de protection du consommateur. Mais quand on fait un arrangement préalable, cet argent-là, elle est placé en fiducie et la maison funéraire ne peut pas sortir cet argent-là. C'est seulement l'acheteur qui peut dire « moi, j'annule un contrat » ou « je modifie un contrat » ou sinon, ben, ça va aller au moment du décès que cet argent-là va être sorti de la fiducie pour payer les frais funéraires le jour du décès. Et comme je vous dis, un arrangement préalable, ça se modifie en tout temps, à la hausse, à la baisse. C'est ce que l'on appelle un avenant. Puis ça s'annule aussi. Mais dans nos coopératives, on a un avantage qui est unique au Québec, c'est que nous sommes dotés d'une entente de réciprocité. Et dans le cas d'un déménagement, quand quelqu'un part d'une région pour aller dans une autre région, on peut déménager l'arrangement préalable d'une coopérative à l'autre sans aucune pénalité. Dans l'entreprise privée, ben, il faudrait annuler le contrat d'arrangement préalable et la maison funéraire a le droit de garder une pénalité de 10 % et ensuite racheter l'arrangement préalable dans sa région d'accueil. Et là, c'est au prix du jour. Alors, dans les coopératives, c'est vraiment très avantageux de pouvoir comme ça, parce que nous, on travaille en intercoopération. Donc, on transfère un arrangement préalable d'un endroit à l'autre. Ça, c'est drôlement avantageux. Alors, pour terminer, je tiens à vous inviter à notre journée porte ouverte qui va clôturer la semaine de la coopération. Il y a 11 coopératives sur 20 qui participent à la journée porte ouverte. C'est ce dimanche 23 octobre. Je vous invite à visiter le site web de la Fédération des coopératives funéraires du Québec, le fcfq.coop, pour découvrir pour vérifier si dans votre région, votre coopérative funéraire, elle est ouverte dimanche pour des portes ouvertes, puis pour vérifier aussi les heures d'ouverture. C'est l'occasion pour des gens qui voudraient peut-être travailler dans une coopérative funéraire, d'aller découvrir les métiers. Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et pour tous les agendas, bien entendu, parce que dans une maison funéraire, on est ouvert 7 jours semaine, 365 jours par année. On a besoin de temps plein, de temps partiel. Et aussi, c'est l'occasion pour aller poser vos questions, découvrir les installations, en connaître plus sur les services offerts. Puis même si vous voulez des prix, il y aura du personnel pour vous accueillir. La plupart des coopératives vous préparent un petit goûter et des tirages. Donc, visitez le fcfq.coop pour découvrir les horaires des coopératives ouvertes ce dimanche 23 octobre. Maintenant, ben, François et moi, on est disponibles pour vous pour répondre à vos questions.
Ben oui, un grand merci à François et à Caroline. C'est super intéressant. Je suis sûre que les gens ils ont des questions à poser. On a beaucoup appris. Merci. Mais je rappelle à ceux qui nous écoutent que vous pouvez inscrire vos questions dans le Q&R qui est indiqué en bas de l'écran, de votre écran Zoom. Alors, on a déjà une première question. C'est si la coopérative ferme ses portes ou fait faillite, quels sont les recours à ce moment-là? OK. Ça, j'imagine que la question, c'est en cas d'arrangement préalable. Parce que si on a déjà fait les arrangements préalables, comme Caroline le disait, et qu'on a investi le montant, mais que l'entreprise ferme, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on perd? Ben non, justement, la loi a été super bien faite à ce niveau-là parce que, dans le fond, le montant qui est placé en fiducie, il est placé dans un portefeuille d'arrangement préalable, mais ce portefeuille-là est subdivisé en autant de personnes qui ont un contrat, ce qui fait que l'argent de ce portefeuille-là n'est jamais reconnu appartenir au salon funéraire, mais bien à chacun des signataires de contrat, ce qui fait que même une banque ou un créancier prioritaire ne pourrait pas aller se payer à même ce montant-là. Et ce qui fait que, le cas échéant, l'Office de la protection du consommateur saisirait le portefeuille de l'entreprise et irait voir une autre entreprise funéraire pour avoir les mêmes services. Et le cas, si jamais ça ne pouvait pas se faire, bien, il rembourserait toutes les sommes qui sont liées au contrat à chacune des personnes. Parfait, merci beaucoup. On a une autre question. Est-ce qu'un salon funéraire peut exiger un dépôt pour signer un contrat de préarrangement? Oui. Alors, quand on signe un contrat de préarrangement, c'est parce qu'on s'engage à verser une somme. Donc, pour que le contrat, on dise oui, on gèle le prix, c'est parce qu'on s'engage à faire des paiements. Ça peut être simplement la première mensualité, mais si on ne fait pas un paiement, on ne peut pas venir dire qu'on va geler le prix pour au moment du décès. À ce moment-là, si on ne veut pas faire de paiement, ça devient seulement un dépôt de volonté. Et là, ce sera au moment du décès que la succession aura à payer les frais funéraires. Mais si on veut un contrat d'arrangement préalable, c'est que ça engage un paiement. Ce que j'ai vu beaucoup dans le réseau pour compléter, Caroline, c'est qu'il y a plusieurs coopératives vont dire on va vous charger aujourd'hui le 10 %. On a parlé du 90 % qui va directement en fiducie, mais il y a un 10 % que le législateur a reconnu comme étant dans les liquidités de l'entreprise funéraire pour payer justement les frais de la personne qui s'occupe de ce contrat-là et tout ça. Mais on peut charger ce 10 % Il y a des coopératives qui le font. Généralement, ça se limite à ça comme frais d'entrée, si on veut. Là. Ça peut être aussi juste une des mensualités, mais ça peut aller jusqu'à 10 % dans ce que j'ai entendu dans le réseau. Et après ça, ce qui est intéressant, c'est que ça peut se diviser la balance du montant jusqu'à 60 versements. Mais ces versements-là, ils sont sans intérêt. Ils sont sans intérêt, pas juste parce que les coopératives sont foncièrement sympathiques, c'est le cas, mais ce n'est pas à cause de ça. C'est que comme le service n'est pas encore rendu, il serait illégal de charger des intérêts à une personne sur un arrangement préalable. Merci. Une autre question. Que peut-on faire avec les cendres légalement? J'y vais, tu y vas? Ben, je pense qu'on est tous les deux un peu, mais vas-y. OK, parfait. En fait, la loi a été révisée en 2019 et essentiellement, la compréhension derrière ça, c'est que le corps humain, une fois le décès survenu, la gestion de ce corps-là ou des restes humains, ça relève de la santé publique. Donc, évidemment, si c'est un corps, nécessairement, la loi prévoit que c'est dans un contenant rigide à l'intérieur d'un cimetière dûment reconnu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand on arrive avec les cendres, ben là, il y a pas mal plus de possibilités. Ce que le législateur nous empêche de faire maintenant, c'est qu'on n'a pas le droit, vous allez voir, il y a une nuance. On n'a pas le droit d'enterrer les cendres, l'urne funéraire de quelqu'un sur son terrain. Sur mon terrain privé, chez nous, je n'ai pas le droit d'enterrer une urne funéraire. Par contre,
et là, la nuance est là, je pourrais sortir le sac de cendres qui est à l'intérieur de l'urne et enterrer les cendres. Vous voyez que on est toujours dans cette nuance-là, c'est que le législateur n'a pas voulu que le jour où moi, je vais vendre ma maison et que le nouveau propriétaire va vouloir se bêcher un jardin, ben, il ne voudrait pas qu'on tombe sur une urne funéraire qui ne serait pas décomposée si pareille urne est en granit, par exemple. Mais il n'y a aucun problème maintenant à enterrer ces cendres-là dans le sol si ce n'est pas dans un contenant rigide. Après ça, on peut répandre les cendres aux 4 vents. On n'a jamais le droit d'aller creuser dans un lieu qui n'est pas à nous, évidemment, mais on peut les répandre aux 4 vents. On peut aussi les jeter dans un ruisseau, dans une rivière. Le principe est toujours derrière la santé publique et c'est ça qui vient régir tout ça. Une chose à penser, par contre, et c'est là que très souvent, on va intervenir pour au moins amener cette réflexion-là, c'est que en répandant les cendres, par exemple, d'une personne qui allait toujours sur une montagne, marcher une montagne, puis on va aller marcher la montagne, puis on va répandre ses cendres, ça peut se faire, mais on perd en même temps un endroit pour aller se recueillir. Et ça, c'est important aussi. Donc, ce que les familles vont souvent choisir de faire, c'est de prendre une partie des cendres, aller les répandre parce que ça a un sens. On parlait de recherche de sens tantôt, et de garder le reste soit à la maison ou soit dans un cimetière, dans un columbarium pour garder un lieu de recueillement. Alors, pour Merci. faire un sommaire rapide, il y a 4 possibilités de ce que l'on comprend. Le columbarium, le cimetière, dispersé aux 80 ou gardé à la maison. Garder à la maison. Quand on garde à la maison, il faut juste aussi penser qu'on prend la responsabilité quand même. Le jour où nous, on ne sera pas là, si moi, je garde les cendres d'un proche à la maison, le jour où j'y serai plus, ben, qui va s'occuper de ces cendres-là? Donc, il faut avoir ça en tête. Et autre chose, c'est que quand je décide de garder les cendres à la maison, mais ça se peut que je sois en train d'enlever aussi un lieu de recueillement pour les autres personnes qui devraient venir chez nous pour voir les cendres ou l'urne funéraire. Donc, ce sont des éléments et ça revient à la notion d'accompagnement de tantôt. Hein. On n'impose pas le modèle, mais on va toujours essayer de faire en sorte de pousser la réflexion un peu plus loin par rapport à chaque geste. Moi, je pense que quand on garde les cendres à la maison, c'est une situation qui est temporaire. Elle peut faire l'affaire pendant de nombreuses années, mais éventuellement, les cendres devront aller soit au cimetière, au columbarium ou être dispersées parce que quand le conjoint garde les cendres et que lui-même décède, une décision doit être prise. C'est une question avec beaucoup de réponses. Ouais. Une autre question, faites-vous de l'aquamation? Bien, les coopératives, nous avons pris la position de ne pas avoir de machine pour procéder à l'aquamation. Ce n'est pas qu'on est totalement contre le procédé, mais ce n'est pas un procédé que nous offrons. Nous l'avons expérimenté. Notre coopérative funéraire en Abitibi a acheté un aquamateur. Donc, ce que c'est, hein, c'est l'hydrolyse alcaline. Alors, c'est une façon de procéder à une crémation, mais au lieu d'être une crémation par le feu, c'est une crémation par l'eau. Ça fonctionne différemment. Ça prend beaucoup plus de temps qu'une crémation par le feu. On parle d'une heure et demie pour une crémation par le feu. L'aquamation peut prendre jusqu'à plus de 8 heures. Et donc, la crémation par l'eau, l'aquamation ne remplacera jamais le procédé de crémation par le feu, par son niveau beaucoup moins pratique et beaucoup trop long à procéder. Et alors, nous, on n'a pas retenu ce procédé-là dans nos coopératives parce que un peu moins efficace, je dirais, que la crémation par le feu. Et pas demander, c'est aussi un facteur bien important. Quand la coopérative de l'Abitibi a acheté cet appareil-là, ils ont rapidement découvert que les gens n'étaient pas prêts à ce changement de mœurs-là et il n'y avait pas de demande. Donc, ça ne répond pas à un besoin des gens. OK.
Merci. Une autre question. Que se passe-t-il si la personne décède à l'étranger? Ouais, Ah ben, ça, ça arrive souvent, nous, à la coopérative du Grand Montréal, là, on a beaucoup de gens qui voyagent. À Sherbrooke aussi, hein, on a vécu souvent l'expérience. Ben, on va travailler avec une maison funéraire qui est dans le pays où la personne voyage et puis on va procéder hein, généralement à un rapatriement du corps ou le rapatriement des cendres. Peut-être, François, tu veux compléter là-dessus? Oui, en fait, le premier réflexe à avoir, c'est de communiquer avec votre coopérative, votre maison funéraire, en fait, locale, parce que c'est souvent par là que ça va passer. La loi au Québec, de toute façon, nécessite que tout décès doit transiter par une résidence funéraire. Donc, nous, on est en mesure, après ça, de faire toutes les démarches. Et c'est là, tantôt, Caroline parlait de l'intercoopération. C'est particulièrement utile d'avoir quelqu'un qui est comme les gens du Grand Montréal qui sont basés à Montréal justement pour le rapatriement des corps, c'est particulièrement utile. Mais dans le fond, c'est que nous, on va s'occuper, les coopératives vont s'occuper de faire le lien avec le pays étranger, une résidence funéraire. Dépendamment des cas, hein, on va effectivement rapatrier soit le corps ou soit les cendres. Des fois, on va faire la crémation sur place là-bas. Ça dépend des cas, ça dépend de l'évaluation des coûts de tout ça aussi. Mais généralement, on va ramener et faire les funérailles ici. Mais je vous dirais, la première chose à faire, c'est de communiquer avec l'entreprise funéraire qui va s'occuper des autres démarches. Un, un spectateur demande, vous avez parlé de plantation d'arbres. Faites-vous Oui. d'autres choses pour réduire votre empreinte écologique? Oui, absolument. Outre notre volet commémoratif là, pour le programme Héritage qui dit pour chaque défunt, nous plantons un arbre, on a aussi un volet compensation. Donc, dans l'année, on va calculer le nombre de kilomètres qu'on a parcouru avec notre flotte automobile. Et là, on va faire un calcul qui va nous donner un nombre d'arbres à planter pour effacer notre empreinte écologique. Et une nouveauté depuis le mois d'avril l'an dernier, c'est que sur notre plateforme des avis de décès en ligne sur nos sites web, les gens peuvent aller planter un arbre, peuvent acheter un arbre pour 15 et c'est très populaire. C'est très, très populaire. Alors, tous ces arbres-là mis ensemble, notre programme Héritage là, existe depuis 2009. Et on a des milliers d'arbres plantés, comme François disait, au Guatemala, au lac Saint-Jean, mais aussi au Pérou. Et on peut suivre ces plantations d'arbres-là via le site web de Socodevi. Et on voit exactement où est-ce que les arbres de notre fédération sont plantés à chaque année. On en a toujours là, en cours de plantation. À Grand Montréal, cette année, c'est 4000 arbres qu'on a plantés, juste nous. Et toutes les coopératives, on se met ensemble, ça fait beaucoup, ça fait une différence. Une personne demande, est-ce qu'il y a un membre de la coopérative qui peut s'occuper d'exécuter les arrangements préalables de la personne décédée si elle n'a pas de famille? Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, ce que ça va nécessiter, c'est que la personne va devoir défrayer les frais du contrat d'arrangement préalable. On n'a pas besoin d'être le liquidateur de la personne nommément pour faire ça. Donc, on peut faire un arrangement préalable pour une autre personne, tout comme c'est possible de le faire si, par exemple, vous êtes mandaté, il y a un mandat de protection que vous avez activé par rapport à un proche qui est plus en mesure de prendre ses décisions. Il y a toujours l'option aussi de faire des arrangements préalables au nom de cette personne-là. En fait, c'est prévu dans la loi sur les arrangements préalables qui est basé sur le principe que chaque citoyen qui le peut devrait toujours prévoir en fait les ressources financières nécessaires pour faire face aux dépenses de base au moment de son décès. Là. Fait que oui, c'est possible de le faire. Merci beaucoup. Et une autre question, existe-t-il un document qui décrit bien les multiples décisions à prendre pour des préarrangements funéraires? Dans notre centre de documentation sur le site web de notre fédération,
on va retrouver un guide qui s'appelle « Une approche responsable », qui va donner énormément d'informations. C'est un petit guide là, un peu vert pomme. Vous pouvez aller le consulter. Alors, ça, vous allez avoir énormément d'informations sur les arrangements préalables, le testament, le mandat de protection. Et puis, il y a un autre document qui est complémentaire, qui est le registre personnel, où vous allez pouvoir aller inscrire toutes vos informations. Et ce guide-là devrait être mis à votre liquidateur. Ça va l'aider fortement à savoir à quel endroit la personne a des assurances, a fait affaire avec quelle banque, en cas de décès, qui rejoindre, la parenté, tout ça. Donc, ces deux guides-là sont des outils de base pour quelqu'un qui veut faire des arrangements préalables. Et lorsqu'un décès survient, là, c'est plutôt le guide qui vient de Communication Québec qui s'appelle Que faire lors d'un décès. Et là, vraiment, on peut suivre toutes les étapes de quelles sont les démarches à faire là, lorsqu'un décès survient. Parfait, merci beaucoup. Une autre question, si on utilise les services d'une coopérative, les arrangements préalables doivent-ils obligatoirement se faire par un salon funéraire ou une cérémonie pourrait être planifiée dans une maison privée? Ah, tout à fait, tout à fait. C'est possible de le faire dans une maison privée. C'est possible de faire les rituels funéraires. On a même cet été à Sherbrooke, on a exposé un corps, la dépouille d'une personne à même son jardin chez elle. La maison était bien disposée pour ça, donc c'est possible de faire ça. Il ne faut jamais hésiter, en fait, parce que ces gestes-là qui ont du sens, ben, c'est porteur de quelque chose qui va aider l'évolution du deuil, justement. Donc, oui, c'est possible de le faire. Il y a des restrictions légales, là, mais généralement, c'est possible de faire ça. On a du temps pour une dernière question. Quel montant le gouvernement du Québec donne pour les rites funéraires? En fait, c'est avec la Régie des rentes du Québec, Retraite Québec, il faut avoir cotisé suffisamment longtemps pour y avoir droit. Donc, il faut avoir travaillé. C'est depuis 1966 que la Régie des rentes existe. Et c'est un montant qui est de 2500 $ actuellement. Quelqu'un qui n'aurait pas travaillé et qui serait sans le sou, sans aucune ressource, il existe d'autres ressources aussi là, au niveau du dernier recours. Il peut toujours y avoir une aide là, pour payer des frais funéraires jusqu'à la hauteur de 2500 $. Lorsque la personne, si elle a des avoirs, ils seront déduits de ce montant-là. Mais sinon, si on a travaillé, on a droit à la Régie des rentes du Québec, c'est 2500 $. Parfait. Et voilà, ça conclut notre webinaire. Merci à nos deux experts invités qui ont présenté tout ce qui entoure le deuil, l'accompagnement, la solidarité, la coopération, des valeurs sûres, valeurs importantes. Merci à vous et d'avoir répondu aux questions de ceux qui ont assisté. Également, merci justement à vous, les spectateurs, d'avoir été là. Si vous avez envie de revoir le webinaire, ça va être possible. Il va être disponible en version sous-titrée au courant de la semaine prochaine sur le site du Bel Âge, c'est-à-dire lebelage.ca. Alors voilà, encore merci et on vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.